Wow, 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 wow. Dans ma cabane, dans mon jardin. Oh, tu m'as fait peur, man. T'es qui en fait? Tu fais quoi là? Bonjour. Attends, t'es en train de me dire qu'il y a vraiment des gens qui achètent des costumes rouges et qui les portent? Oui, bah ça va, moi je critique pas ta coupe de cheveux. Voilà, je t'ai venu avec des bonnes nouvelles à la base. Donc tu m'écoutes s'il te plaît. J'ai cru comprendre qu'il te manquait une pièce sur ta 206 pour la redémarrer. Ouais, non, mais c'est toujours une putain de galère, alors je préfère prendre mon vélo. Et oui, mais en fait tu as pas de vélo, hein. Ouais, t'as raison, man. Mais j'ai pas besoin de vélo pour aller à la Babylone. J'ai juste besoin de me rouler une espèce de... Hop là, stop. C'est-à-dire la monétisation en début de vidéo et tout, ça va être chiant, Ok. donc j'ai compris. Par contre, tu sais que si tu changes cette pièce sur ta 206, tu pourrais techniquement vraiment aller à Babylone. Ah ouais? Et oui, grâce à Ovoco, ils ont la solution à tous tes problèmes. Ah, je le savais, chien de capitaliste. Tu vas me vendre un truc. Ah non, rien à voir. Moi je vais solutionner ton problème et de la meilleure des façons. En produisant encore des nouvelles pièces et en nuisant à l'environnement. Et non, pas du tout. Raté. Parce qu'Ovoco s'approvisionne sur des véhicules d'occasion. Ok. Ou des véhicules qui vont à la casse pour donner à ces pièces vérifiées une nouvelle vie. Ah ouais? Et évidemment, bien plus abordable que des pièces neuves et plus écologiques. Ok, mais c'est toujours une galère d'acheter des pièces, trouver la bonne référence, et puis ça vient de l'étranger. Et non, plus aucun problème avec Ovoco parce que la mise en relation avec les vendeurs étrangers, c'est leur spécialité. Dac. Et avec le plus de millions de pièces qu'ils ont en stock grâce à ce réseau international, Ok. eh bien tu peux avoir la pièce que tu le désires, livrée rapidement chez toi et de façon professionnelle. Ouais, mais si je reçois la pièce et qu'elle marche pas, je fais quoi, man? Eh bien, si la pièce n'est finalement pas compatible ou bien ne fonctionne pas, tu peux simplement soit être remboursé sous 14 jours, soit recevoir une autre pièce. Ouais, et en admettant que ça m'intéresse, ce qui n'est pas du tout le cas, je fais comment? Pour trouver Ovoco, tu n'as qu'à aller dans la description, cliquer sur le lien et ça t'amènera sur le site aux 1000 merveilles. Parce que ça te permet de solutionner tous tes problèmes et en plus de ça, de soutenir énormément la chaîne. Hein? Rastafari, man! Ouais, Rastafari, man, n'importe quoi. Moi j'ai juste un truc à faire, faut que j'aille commander un truc vite fait sur internet. Je te laisse ma gratte, mais fais-y gaffe. Eh ben merci à Ovoco en tout cas et merci à vous. Bonne vidéo. Attends-moi, man. V12, 5 litres de cylindrée, plus de 700 chevaux, encore plus de 700 Nm de couple, 0 à 100 en 3 secondes 5. Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Enquête, Enquête de la perfection. Je rappelle, l'objectif pour moi est de trouver la voiture parfaite, selon mes goûts évidemment. Donc je vais essayer d'être objectif, mais aussi parfois parfaitement subjectif. Et donc dans ce format, aujourd'hui, on va essayer la New Vantage Roadster. Bon, mais vous commencez à le savoir. Il faut que je parle d'histoire, il faut que je recontextualise, etc. Et donc du coup, on va pas tout de suite parler de cette voiture, qui est finalement l'essai d'aujourd'hui. On va devoir d'abord, historiquement, parler de cette voiture. Et en fait, en vrai, avant de parler de ça, il faut que je vous parle d'Aston Martin tout court. Et avant de vous parler d'Aston Martin, il faut que je remercie Motor Essence de me mettre à disposition ces deux merveilleux véhicules qui sont disponibles chez eux si vous avez le budget. Mais du coup, pour l'histoire Aston Martin, bon alors si vous voulez vraiment avoir toute l'histoire Aston Martin, alors il y a un super format sur la chaîne Villebrequin, si vous voulez, ça c'est plutôt pas mal. Mais juste pour vous la remettre, le nom, il vient de la course Aston Clinton et du monsieur qui s'appelle Lionel Martin, et qui a décidé, parce qu'il a gagné la course Aston Clinton, d'appeler sa marque Aston Martin. Je vous en parle pourquoi? Parce que cette genèse-là, elle est très importante, surtout par rapport à ce modèle de GT12, qui est la plus radicale de chez Aston Martin, le maximum qu'ils aient jamais fait en termes de radicalité. Ils ont pété un boulon à ce moment-là, et on va en reparler un petit peu. Eh bien, c'est parce que Aston Martin est né de la course automobile, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que c'est des voitures, effectivement, qui ont eu une image un petit peu de vieillard, tout simplement. Eh bien, pas tant que ça, puisqu'à la base, le monsieur, il voulait juste concurrencer Bugatti. Bon, dans l'histoire d'Aston Martin, vous le savez peut-être déjà, globalement, la marque a vécu de multiples décès, cliniques en tout cas, et puis suivi de résurrections. Clinique ou pas, ça je sais pas s'il y a déjà eu une résurrection clinique qui a été avérée, jusqu'à l'ère qui nous intéresse vraiment, à savoir l'ère Ford, où Ford, au moment où il décide de tout racheter, il rachète Aston Martin en fait, enfin en très très grande partie. Vu que Ford ont déjà deux V6 Duratec et qu'ils ont une marque Aston Martin qui est un petit peu de luxe et qu'il faut faire valoir, et ben ils décident de les assembler, d'en faire un V12. C'est là où naît les deux V12 qui sont là finalement, parce que l'un n'est d'autre qu'une déclinaison biturbalisée de l'autre. Oui, c'est quand même, je pense, un V12 Aston Martin. Même s'il vient d'une déclinaison de deux V6 Ford à la base, ils en ont tellement beau. C'est marrant ça. C'est l'aléa quand t'as deux SF90 côte à côte. C'est fou cette voiture qui me parle en permanence. C'est madame. Moi je vais quand même partir du principe que ça reste la noblesse du V12 et surtout vu le travail qu'Aston Martin y a apporté durant les années, je vais estimer que c'est un V12 Aston Martin. Voilà. Mais juste avant de vraiment parler de ce V12 et donc de cette GT12, il faut que je vous parle du modèle, le placer dans la gamme finalement. Est-ce que d'ailleurs professeur Chabrier pourrait nous faire un petit point là-dessus? Un peu fier d'intégrer des personnages comme ça là. Ah, oh là, ah, alors.
Pardon. Voilà, bonjour. Alors, eh ben oui, je vais vous expliquer la gamme Aston Martin. Voilà, faut que je me réveille là par contre. Parce que c'est un bordel leur truc. Le souci d'Aston Martin, comme vous avez pu le comprendre, c'est que vu que la marque, elle est morte et revécue environ 47 fois, et ben du coup à chaque fois ils ont dû faire des relances et parfois faire table rase un petit peu du passé, comme ce qui est en train de se passer pour l'électrique d'ailleurs en ce moment chez eux. Quoi qu'il en soit, pour la gamme Aston Martin, bah en fait il n'y a pas vraiment de gamme. Il y a des marqueurs, mais ils sont pas très clairs. Bon, c'est-à-dire qu'effectivement son histoire elle a commencé avec des sportifs, donc du cabriolet, du coupé, de la barquette hein, avec la DBR1 par exemple. Enfin, on est passé par un petit peu tout ça. Ça, c'est son ADN initial. Sauf que bon, bah, il y a eu des moments où il a fallu essayer de se relancer sur le marché. Avec l'Aston Martin Lagonda par exemple, une berline luxueuse. Il y a eu d'autres berlines luxueuses, attention, hein, la Rapide par exemple. Puis alors effectivement, l'appellation Vantage qui nous intéresse tant aujourd'hui, eh bien elle pour le coup, elle nous permet de se situer dans une gamme. Le terme Vantage chez eux est là pour définir le plus sportif. Et en même temps, ça les a pas empêchés de le mettre dans des breaks. Alors, ouais, je sais pas ce qu'ils voulaient faire exactement. Bon, contrairement à ce que vous pouvez croire, le terme DB ne nous permet pas du tout de nous situer dans une gamme précise. Parce qu'il y a eu DB6, DB7, DB9 et DB9 d'ailleurs qui n'est pas du tout la même voiture que la DB7. Ce n'est même pas sa remplaçante. C'est juste une nouvelle façon de refaire table rase du passé en partant d'une nouvelle page blanche. Encore une fois. Et puis c'est pas comme si les chiffres pouvaient nous aider puisqu'ils ont aussi des DBS qui est en fait une version plus sportive de la DB9 et c'est Vantage les sportives ou c'est S? Parce qu'il y a un moment, il va falloir se mettre d'accord pour qu'on comprenne tous bien. Et puis DB, ça nous aide pas du tout parce qu'il y a par exemple le DBX maintenant, qui est le 4x4 de chez Aston Martin. Et puis en même temps, dans le game du V8 où il y a la V8 Vantage, ils ont décidé aussi d'essayer une virage à un moment. Pourquoi? On sait pas, ça a duré 2 ans. Fin. Et puis chez Aston Martin, on a aussi le modèle Vanquish qui, pour le coup, lui, est le maximum de la gamme. C'est le haut de gamme de la GT chez Aston Martin. Enfin, jusque-là, en tout cas. Et en même temps, maintenant, pour le programme Valkyrie, ils ont aussi sorti une moto, la MB001, qui vaut quand même plus de 150 000 € la bécane. Ouais, évidemment, tout ça, c'est sans compter tous les modèles hors série, 177, Speedster CC100, enfin bref, hey. Hein? Bon, ok, donc du coup, l'Avantage, c'est le modèle le plus sportif depuis toujours chez Aston Martin. Et d'ailleurs, ça prend tout simplement aussi du sens quand tu traduis le mot Vantage, qui veut dire avantage / supériorité. Voilà, la messe est dite. Donc cette Vantage, en fait, elle est là depuis quasiment toujours chez Aston Martin, en fait depuis la DB2. Donc vraiment, ça remonte. Cette Vantage, elle a connu évidemment plein de générations, mais nous, celle qui nous intéresse, c'est celle qui naît finalement vers 2003, avec le V8. On a vu dans plein de jeux vidéo, dans plein de films, même si pas dans James Bond en réalité. Voilà, la V8 nous intéresse, puisqu'en fait, c'est ce qui a permis, pendant l'ère Ford, de relancer un petit peu Aston Martin. Puisque quand Ford est arrivé, il a fait un bordel, il a tout restructuré, il a fait sortir plein de nouveaux modèles, et notamment, il a essayé de démocratiser un peu plus Aston Martin grâce à un V8 avec un véhicule plus accessible, l'Avantage V8. Et ça a super bien marché, puisqu'ils ont vendu plutôt pas mal. Et puis à un moment, eh ben, toujours dans les marques automobiles, c'est quand même fou. Dès que tu réussis quelque chose, tu te fourvoies et puis tu pètes un boulon. Et là, les ingénieurs anglais, comme dans beaucoup de marques vraisemblablement, ils ont décidé de prendre le V12 qu'ils avaient dans leur plus gros modèle, à savoir DB9 et DBS, et puis de le foutre dans une Vantage V8. Alors que la Vantage V8 est beaucoup plus petite, hein, donc normalement c'est pas censé rentrer. Vous allez le voir, ça rentre au chausse-pied, mais ça rentre quand même. Alors il a fallu élargir des trucs et tout, parce que du coup il fallait quand même plus de place, un pour le V12 et puis deux pour tout ce qui va permettre au V12 de fonctionner, à savoir la ventilation, les pneumatiques et le freinage. Freinage qui d'ailleurs est en carbone céramique sur la V12 puisque V12. Je suis sûr que le professeur il nous expliquera un jour ce que c'est le carbone céramique. Dites-le en commentaire si ça vous intéresse par rapport à du freinage acier et par rapport peut-être à du percé ventilé, peut-être juste par rapport à du percé ou du ventilé. Quelles sont les différences? Et oui, car il y aura un format très probablement dédié à vos questions. Donc le professeur répondra à tout ça à ce moment-là, parce que là sinon on va faire un épisode sur le professeur, donc ça n'aura plus de sens. En fait, on se retrouve à la fin de cette génération d'Aston Martin V12 Vantage où ils décident de faire une GT12. Ils décident finalement de rendre un petit peu hommage à Aston Martin qui reprend part vraiment aux compétitions de GT, le Grand Tourisme Trophy. Vu qu'ils en font partie et que même ils gagnent des choses, du coup, hommage, GT12, et ils ont aussi fait la même version en un petit peu moins limité, en GT8, avec la V8 Vantage, vous l'aurez compris. Cette GT12, au cas où son esthétique vous aurait pas donné suffisamment d'indices sur le fait qu'elle soit excessivement sportive, n'a finalement pas grand-chose d'une Aston Martin, ni d'une V8 Vantage, ni même vraiment d'une V12 Vantage en fait. Tout, absolument tout a été retravaillé et j'ai envie de vous montrer avec cet essai aujourd'hui qu'Aston Martin, c'est pas des voitures de vieux. Celle-là, je peux vous garantir qu'aucun vieux ne rentre dedans. Entre les sièges baquets qui sont extrêmement fermes et que tu ne peux régler que dans une position, plus la rigidité globale du véhicule, plus l'habitabilité, d'ailleurs même moi, je suis pas sûr de rentrer dedans. Bon, mais avant de monter là-dedans, il y a une dernière chose qu'il faut que je vous dise, c'est à quel point ce modèle de voiture est extrêmement rare. Sans exemple.
Oh shit! Donc en fait, c'est littéralement 6 fois plus rare qu'une 599 GTO de chez Ferrari, qui est déjà extrêmement rare. Tout ça pour appuyer le fait qu'on a beaucoup de chance d'avoir un exemplaire ici devant nous. Vu qu'on est chez Moteur Essence, il y en a aussi un derrière nous. Juste ici. Bon, et avant de monter dans la GT12, on a la Vantage Roadster V12, ici, là derrière, qui est bleu, qui fait partie de l'ère de Lawrence Stroll, qui est juste le nouveau propriétaire d'Aston Martin, en fait, qui a remis Aston Martin en F1, ce qui est plutôt cool, parce qu'on revient aux bases sportives de la marque Aston Martin, et on revient un petit peu aussi à l'ère de Ford, finalement, qui a, grâce à ProDrive, fait l'écurie Aston Martin Racing, à l'époque, qui a pu reconquérir en GT, ce qui a pu donner ceci. Tout a un lien. Ah, tout est lié. Donc bah faut qu'on ait roulé un moment parce que là, ça va bien de causer 2 minutes. Pourquoi vous les avez virés si proches? J'ai un mollet trop gros, ce qui n'arrive pas dans la vie en général. C'est bon. Là, si je voyais que ça de la voiture, c'est-à-dire que je vois pas de blason, je vois aucun indice qui pourrait me faire croire que c'est une Aston Martin, je sais quand même que je vais monter dans une Aston Martin. C'est le parfait mélange entre la sportivité avec le baquet, tout est racé, il y a du carbone, et vraiment, ça se voit. Et en même temps, sur la croix de renfort à l'arrière du châssis, juste là, j'aperçois d'ores et déjà un petit crochet pour le cintre de votre costume au cas où vous seriez pressé à un rendez-vous et que vous devriez prendre votre GT12. Par contre, il me faut les clés, les gars. Vous avez marqué ça pour insolence parce que vous en avez trop et vous les perdez? On a son double. On a une trentaine de clés d'Aston Martin, donc il faut quand même mettre, faut les étiqueter. Ok, les premiers tours de roue me rappellent qu'on est bien dans une voiture de sport. La boîte, les bruits de transmission, c'est génial, c'est fou. La première, tu sais, qui est juste là pour dire de décoller, après on s'en sert plus jamais. La première, on roule en fait, on est dans une voiture de sport et on prend les 2 dames de travers. Ça, c'est le deuxième signe qu'on est dans une vraie voiture de sport. Parce que sinon, on frotte la double lame avant, qui ressemble plus à un rasoir gilet de ProGlide de lame. Faut que je vous parle de ça très rapidement, comme ça on élude le sujet. Oui, c'est une boîte robotisée, donc oui, c'est globalement pas très bien. Mais l'avantage des boîtes robotisées, qui sont en fait rien d'autre qu'un petit robot qui passe les rapports à ta place, et bah c'est que c'est super violent. Et qu'en mode manuel, au volant avec les palettes, et bah t'es vraiment dans une voiture de sport. Parce que c'est vraiment juste blanc. Le volant en Alcantara, extrêmement agréable, pareil, qui te donne ce feeling d'être dans une voiture de course, parce qu'on sait que tu vas suer de la paume des mains, mon pote, tellement tu vas t'en donner. Pardon? Attendez, je comprends pas ce qui m'arrive là. Soit je suis très fatigué, soit je suis déjà tombé amoureux de cette caisse en littéralement 4 minutes de roulage. J'ai envie de chialer. Alors que j'ai pas d'affect particulier pour Aston Martin, hein. C'est juste que il se passe tellement de choses dans mon cul, je ressens toute la route. J'ai l'impression que là je suis sur une pit lane et que je vais rentrer sur un circuit, alors que je suis techniquement sur la 86. Comment je vais faire? J'ai pas assez d'argent? Non, faut que la Racebox ça marche parce qu'il faut qu'il y ait ça dans mon garage. Et il faut que je vienne tous les jours à la Racebox avec pour en faire profiter tout le monde. C'est trop bien! J'ai pas dépassé les 4000 tours et je peux aller jusqu'à presque 8. Bon alors globalement cette voiture dont on n'a pas encore parlé, V12, 6 litres, enfin 5 litres 9 et quelques, 600 chevaux, 700 newtons, donc il y a un peu de couple. L'avantage du V12 en dehors de tous les autres avantages. D'ailleurs tu nous expliquerais pas exactement pourquoi le V12 c'est si cool? Ouais, ça me va pas si mal la casquette. Hein? Le V12? Ah, le V12, oui, pardon, excusez-moi. Pourquoi le V12 c'est si cool? C'est une vraie bonne question et je vais pas y répondre intégralement aujourd'hui parce qu'il y a tellement à en dire que ça ferait un épisode presque complet à lui tout seul. Les épisodes enquête que vous pouvez aller voir directement sur la chaîne, hein. Le dernier c'est celui sur les voitures au cinéma d'horreur. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire puisque j'y répondrai. Et des questions comme celle-ci par exemple, pourquoi le V12 c'est si cool? Il faudrait reparler du cylindre, de pourquoi c'est plus équilibré, d'où vient ce terme noblesse et pourquoi finalement ça tourne plus rond. Mais je peux pas vous parler de tout ça maintenant, donc je me contenterai de vous dire, quand on entend ça, on est tous d'accord pour dire qu'on préfère ça. Ouais, non, ok, t'as raison, tu l'expliqueras dans un épisode dédié. Ils ont essayé de faire un responsive eux aussi, alors oui, on est en 2016, donc ça commence à être un petit peu d'actualité finalement de faire des trucs un peu fancy. Et ça, Aston Martin, ils savent pas bien faire. Donc on le verra sur l'autre, quand ils ont pris l'air Mercedes, ils se font aider par l'infotainment de Mercedes, c'est relativement mieux. Bon, c'est joli, le carbone et tout, l'immense pièce en carbone, c'est magnifique. Il y a des espèces de blocs de boutons. Alors ça se veut être tactile, quand t'appuies dessus, ça vibre un peu dans ton doigt, c'est
pas si mal fait pour être honnête. Ils vont revenir aux boutons après parce que c'est quand même mieux les boutons. Vraiment. C'est pas bien ça en fait dans une voiture de sport. C'est juste pas bien parce que t'as pas le temps de regarder là où tu touches, tu vois. Donc ça c'est une connerie. Et puis au moins le volant, il est épuré quoi. Hein. Il n'y a pas un bouton sur le volant. Je me demande même s'il y a le klaxon. En vrai, on sait jamais. Peut-être il n'y a pas le klaxon. Si, il y a le klaxon. Bon, il faut que je vous parle d'un dernier truc, c'est que la lame avant de ce véhicule, puisqu'il est quand même dédié pour la route, hein, parce que c'est homologué, hein, eh bien il y a une double lame qui est en fait amovible. Tu peux enlever la lame la plus basse pour mieux passer les deux dames. Il y a un regard hyper bienveillant dessus parce que tu le vois que c'est une voiture de course qui a rien à faire sur cette putain de route et ils le savent. Voilà. Donc, on va se rendre sur un endroit qui lui correspondra bien mieux, à savoir un circuit. Ça tombe bien, on est juste à côté de Montlhéry. Ça y est, on est sur Montlhéry avec cette boîte absolument pas souple, mais on va directement la mettre. Écoutez bien. Devant le sonomètre. Oh bah ça rebondit un petit peu, dis donc. La sonorité, pardon, hein. Aston Martin, vous l'avez pas volé celle-là. Hein. C'est un monstre. Faut être accroché du slip quand même, hein. Ça s'emmène pas si facilement. Hein. C'est trop bien! Qu'est-ce qui se passe avec ce châssis par contre? Parce que alors il est très rigide, il est plutôt lisible, mais il secoue dans des axes que je m'attendais pas. Oh, il peut secouer à gauche et à droite comme ça autant. Mais putain, j'étais en 4, il y avait encore le SP! Il fait chaud là-dedans. Comme je vous le disais, Aston Martin à la base c'est une marque effectivement de GT, donc des voitures confortables, mais sportives, mais surtout confortables, mais un peu sportives, mais quand même surtout très très confortables. Donc c'est pour les vieux. Enfin c'est le raccourci que les gens en ont fait. Ah bah celle-là, il n'y a rien de ça. Hein. Alors, c'est même pas si inconfortable. Ça par contre, regardez, en vrai, il y a des suspensions pilotées qui te permettent de changer de mode d'amortissement, évidemment. Et bah là, pourtant, étant en mode sport, bah ça va. Hein. Alors évidemment, c'est bien plus précis que quand tu es en mode normal. Ça tient quand même le parquet. Hein. Qu'est-ce que vous avez fait Aston Martin? Vous n'êtes pas réputé pour vos châssis à la base. Bon, tant qu'à être sur les réputations, je veux aussi vous parler de la fiabilité. Parce qu'effectivement, Aston Martin n'a pas une réputation de voiture très fiable. À partir de 2010, où finalement, chez Aston Martin, on n'avait plus envie de dépenser des 1000 et des 100. Et bah du coup, on a juste repris les fonds de tiroir et on les a retravaillés. Et donc, on les a peaufinés. Et donc, on les a surtout parfaits. Ce qui, en fait, rend cette réputation complètement obsolète. Aston Martin, non, c'est pas les voitures les plus fiables du monde. Mais à partir de 2010, on est sur des voitures qui restent plutôt fiables. Ah oui, j'ai 7 rapports sur cette boîte robotisée, alors autant vous dire, je peux y aller. Les 320 km/h, je peux les toucher sans problème. On va faire un truc, c'est que j'ai Julien qui est avec moi, qui est évidemment un passionné de bagnole depuis qu'il est gamin, et qui a un gros faible pour cette voiture, et j'aimerais bien qu'il vienne faire un petit tour. Viens. J'espère que c'est important. Oui. On parle de la Racebox. Petite réunion, t'as refait le business plan ou pas? Oui, non, là, on a bien avancé. Il va falloir que j'achète ça, hein, ça avance. Ta mère. Oh, la dinguerie. Est-ce que ça marche? Oh putain, merci. Je vais aller poser et me mettre en PLS dans un coin. Moi, à part la peur, ça me provoque aucun plaisir. Ah oui, parce que c'est vrai que techniquement, j'ai le pendant inverse, à savoir Raphaël, le cadreur, qui est tétanisé en bagnole. Tu viens faire un tour? Non. Ah putain, pain au chocolat. Là, là? Ah ouais? Bon bah sachez que c'était juste un bout de pain au chocolat, les gars. Ça y est, on y est. Le time of the ESP off. Oh putain.
Du coup, le problème de cette voiture, parce qu'il y a toujours des problèmes, ce n'est pas la voiture parfaite, parce que ça tous les jours c'est quand même un peu chiant. Et puis sur la route, le problème c'est que ça te donne envie d'aller très très vite et qu'en vrai, mine de rien, le châssis est bon mais traître. Donc sur la route, je tenterai pas grand chose. Au vu de mes premiers tours que j'ai fait en regardant le ESP, eh bien je me suis vite rendu compte qu'il se déclenchait tout le temps. Ce qui fait que sans ESP, comme je le découvre là, eh ben ça glisse tout le temps. Ce qui fait donc que sur route, il faut beaucoup de place si tu veux y aller fort. Et du coup, c'est juste extrêmement dangereux, donc il faut pas le faire. Donc pour la route, c'est quand même vraiment pas adapté. Après, t'as beaucoup de style, mais c'est pas adapté. Mais t'as beaucoup de style, c'est quand même vraiment pas adapté. Bon, conclusion que vous avez compris, c'est pas adapté à la route. Nique ta mère! Sur circuit, c'est pas mal. Je suis tombé amoureux, oui. Il me faut du coup 350 000 €. Oui, alors j'ai un autre essai, pardon, excusez-moi, et je cogiterai à ma vie après. C'était ça à la base, l'essai. Ça y est, on y est au bout de peut-être 15 minutes de vidéo. L'objectif, c'est de savoir finalement, est-ce qu'elle a gardé son âme? Sachez là quand même que les deux là, V12 que vous entendez, celui-là, il a signifié la fin de l'ère du V12 atmosphérique chez Aston Martin, et celui-là, il signe la fin du V12 d'Aston Martin tout court. Enfin, si on compte pas la Valour, hein, qui a 110 exemplaires, etc. Ça, c'est une édition un peu spéciale. C'est les deux derniers V12 d'Aston Martin que vous pouvez voir ici, qui ont du sens. Bon, la config est magnifique. On va en parler. On va juste rouler vite fait, se poser, en parler, rerouler. Oui, nous sommes clairement en novembre et j'ai décidé d'être dans le déni. Donc on sera décapoté aujourd'hui. Et c'est aussi parce que je déteste les cabriolets en toile. Je trouve ça vraiment pas joli. Il y a vraiment à la fois énormément de choses en commun et en même temps très rapidement on se rend compte que pas du tout. La volonté d'Aston Martin c'était visiblement de faire une espèce d'hybride du meilleur de leur GT, rendu accessible j'imagine. C'est ça qui fait vendre, je sais pas. C'est particulier là pour l'instant. Alors madame, j'ai activé le limiteur de vitesse sans savoir comment. Bon, le limiteur il va arrêter de se mettre tout le temps par contre, c'est insupportable. En plus je suis vraiment en mode track, hein, c'est-à-dire le mode piste. Je suis pas sûr que j'ai besoin d'un limiteur en mode piste. Enfin si, dans les pits quoi, j'ai besoin d'un pit limit. Et il s'est remis hein. Ok, je vais péter un boulon. Ah, c'est là peut-être j'ai fait de la merde. Voilà, c'est bon. En fait, il y a très rapidement plein de petits indices qui te font penser que c'était pas la volonté d'Aston Martin de faire quelque chose d'ultra sportif. Le volant, on a plus d'Alcantara. On commence à avoir pas mal de menus déportés. Je retrouve énormément de boutons. Qu'est-ce que je disais par rapport à apprendre de ses erreurs tout à l'heure dans la GT12? Oh, le retour haptique, on a décidé que c'était pas bien, on l'a enlevé. Et ça, vous avez bien fait. Sauf que du coup, ça nous fait énormément de boutons, énormément de pollution visuelle. Je sais pas trop où je regarde, je sais pas trop où je vais. J'ai mis 4 heures à trouver le ESP tout à l'heure. ESP que d'ailleurs je n'ai pas réussi à déconnecter complètement, qui était quand même toujours là. Et ça, j'ai pas compris. On a une superbe M6 devant nous, qui, j'imagine, veut faire la course. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'ESP absolument pas déconnectable, j'ai mis flat out comme lui. Hein. Rien n'est passé au sol. Rien. J'étais en burn absolu, du début à la fin. J'ai rien qui passe au sol, moi. Ouais. 700. Ça s'est senti. Ouais, c'est chouette, hein. Ciao. Et tu vois, cette voiture, elle attire la sympathie. En fait, elle est juste cool. Elle est belle. Aston Martin a vraiment la chance d'avoir construit cette image de marque, qui est vraiment une marque sympathique. C'est pas une marque m'as-tu vu, c'est une marque qui sait mettre en valeur ses clients. Et à la fois, j'ai un V12 et je l'entends pas, quoi. Si. Il faut des murs en fait tout le temps. Le problème c'est qu'il faut que vous soyez accompagné de vos murs. Et ça du coup c'est hyper contraignant quoi. Il faut un camion, il faut un SMI à chaque fois. On se rend compte très rapidement aussi que on peut clairement la conduire tous les jours cette voiture. Et du coup j'en suis presque déçu. Très très vite hein, ça, il suffit de voir hein, la direction est bien plus douce que la GT12. Les suspensions sont bien plus assouplies que sur la GT12. On a un habitacle qui est vraiment tourné vers 2024 en fait tout simplement. C'est-à-dire qu'on a toutes les assistances à la conduite, on a les compteurs digitaux. On a perdu de l'âme finalement de cette vraie GT12, une vraie sportive. Nous on veut des vraies aiguilles. C'est beau, hein, c'est bien fini. Hein. Partout où je pose mes yeux, il n'y a pas un centimètre de plastique. Donc ça pour le coup, bravo. Et on n'entend rien. Là pour l'instant, beaucoup de frustration, parce que j'ai un V12 de plus de 700 chevaux quand même. Hein. Alors on a descendu la cylindrée à 5 litres 2. Bon évidemment, on a pris un petit peu de poids, on est quasiment à 1800 kg, qui finalement se ressent pas du tout, parce que le biturbo rend l'accélération absolument instantanée et efface tout ressenti d'un quelconque poids. Tu es une feuille, tu es une petite feuille de... Ils ont quoi en Angleterre comme arbre? Petite feuille de chêne peut-être? J'imagine qu'ils ont des chênes là-bas. Donc imaginons que nous sommes une petite feuille de chêne qui vole grâce au biturbo et à beaucoup de samplon 80.
98 brûlés. Alors tout comme la GT12 qu'on avait avant, ce véhicule est un exemplaire limité. C'est-à-dire qu'on est sur 259 exemplaires. Alors c'est moins rare que la GT12, mais c'est rare quand même. Et surtout, exactement comme la GT12, je ne vous en ai pas parlé volontairement, sur ton seuil de porte, tu as bel et bien le numéro de ton modèle, de ton exemplaire. Et c'est un détail qui a son importance parce que beaucoup de marques te disent qu'ils font des éditions limitées, mais en fait, bah, tu sais pas si tu as vraiment un exemplaire 88 ou un exemplaire 200, ou bien si même carrément ils ont pas joué le jeu et que bah, ça se trouve ils ont fait plus d'exemplaires et tu le sauras jamais puisqu'il n'y a rien qu'à numéroter ça. Alors que là, tu as un petit carnet dans lequel tu sais quel numéro tu as et il n'y en aura pas un de plus. Et l'exclusivité d'Aston Martin se retrouve un petit peu grâce à ce genre de choses. Et je viens de parler comme un essayeur auto de 53 ans. Ne serait-ce pas la maturité? Tu sens qu'il y a quelque chose qui demande qu'une chose, c'est d'être libéré. Libérez-moi. Je suis un petit V12. Mon interprétation de V12, c'est un clip de Aston Martin. Arrête de faire du bruit quand je parle. Il y a une chose qui est importante à dire. Je vous parle de la motorisation depuis un moment et que vous n'avez toujours rien entendu à propos d'AMG. Et oui, même sur cette New Vantage V12 Roadster de 2023, c'est la dernière génération, toute dernière, et ben de chez Mercedes. Alors oui, évidemment, on retrouve l'infotainment, on retrouve des boutons, mais pas le moteur. Et non, pas comme dans la V8 Vantage, qui existe toujours et qui, elle, pour le coup, bah, est en fait vraiment rien d'autre qu'une AMG GTR ou une AMG GT avec le moteur, avec le châssis, avec à peu près tout, en fait. Mais là, c'est encore une voiture presque de puriste, en vrai. Il y a encore le V12, on a encore pas mal de traces de l'ADN d'Aston Martin, donc je suis partagé pour l'instant. Alors, il faut quand même qu'on se rende compte d'une chose, c'est que oui, le châssis a évolué. Le châssis est très clairement beaucoup plus lisible, mais en même temps, du coup, t'as moins l'impression d'être un bonhomme quand tu conduis ça, quoi. Parce que le châssis fait tout pour toi. Alors, ça va pas être fait pour faire de la piste, mais sur route ouverte, du coup, tu te sens vachement plus en sécurité. Putain, tu bombardes toi aussi, hein? Non mais en vrai je voulais pas mais... Ah bah je comprends. On a Sébastien de Moteur Essence qui est avec nous et qui du coup a la GT12 devant, celle que vous entendez peut-être une fois de temps en temps. Et ben vous voyez par rapport à quand il a eu entre les mains celle-ci pour nous suivre, avec celle-ci il faisait pas le fou. Avec celle-ci, c'est le pouce au vice dont je vous parlais tout à l'heure. T'es obligé d'avoir envie de faire une dinguerie, ça te pousse au crime. Ça c'est un vrai passionné ça. Parce que le je voulais pas mais j'étais obligé. Alors aucun agent de police n'accepte cette excuse, mais sachez que malheureusement elle est fondamentalement, profondément vraie. Quand t'es passionné et que t'as ça sous le pied droit, monsieur le juge j'ai pas pu faire autrement. La pédale de droite était là, dès que j'appuie dessus, elle me donne une récompense auditive. Alors que celle-ci, elle te donne pas cette envie. Tu peux très bien rouler paisiblement si t'en as envie. Eh ben écoutez, ça sera... Il a fait exprès. Une transition de plus fermeture de porte, parce qu'il faut que je vous parle un petit peu de cette voiture. Déjà parce que c'est l'essai du jour, et puis ensuite parce qu'elle a quand même pas mal de trucs intéressants à dire. Notamment que toute cette configuration vient du département Q de chez Aston Martin. Mais du coup, pourquoi on appelle ça le département Q ? Hop là, oh pardon. Ah oui, mais vous faites bien de me poser la question. Le département Q, eh ben, il tire son nom tout simplement du personnage dans James Bond, Q, qui est en fait celui qui donne les gadgets à James Bond. Ça veut dire que tu peux mettre des gadgets sur ton Aston Martin. Bon, pas vraiment, mais un peu en vrai. En fait, le département Q chez Aston Martin, c'est le département de personnalisation des voitures. Alors attention, il va falloir préparer une sacrée bourse pour y avoir accès. Parce que là, je ne parle pas de choisir vos options, rouge, bleu, verte, qui sont sur le catalogue. Non, là, je parle de sortir du catalogue et de demander au département Q absolument tout ce que vous voulez. Et certaines autres marques ont aussi ces départements de personnalisation, comme Bentley avec Mulliner ou encore TaylorMade chez Ferrari. Et avec ces départements, si vous voulez une couleur bien spécifique qui est assortie à un rideau qui est chez vous, et ben vous ramenez votre rideau et ils font tous les sièges de votre voiture de la même couleur avec le même tissu. Et ça coûte une fortune. Mais ils peuvent le faire. Alors que chez Renault, par exemple, ils le feront pas. L'objectif de ces départements est de rendre unique le modèle que vous allez acheter. Et finalement, la seule limite sera votre compte en banque. Car chez Rolls-Royce, par exemple, ce département personnalisation peut coûter parfois plusieurs millions d'euros. Il n'y a qu'à regarder la Boat Tail, qui est le fruit du département personnalisation de chez Rolls-Royce, avec un prix que je ne saurais dire. Il sera juste affiché là. Et avec le prix de cette voiture, vous pouvez globalement vous acheter un peu plus de 800 appartements dans la Creuse, à savoir au moins 3 ou 4 villages, voire plus. Mais dernière chose avant de vous laisser, il y a certaines marques premium, et pas d'ultra luxe, qui arrivent aussi à faire un petit peu de personnalisation, comme Audi, avec le service exclusif de chez eux. Alors ça coûtera quand même très très cher, mais vous pouvez le faire. Et vous l'avez compris, c'est tout l'intérêt des services personnalisation, c'est de pouvoir le faire. Parce que dans plein de marques, vous ne pouvez tout simplement pas. Eh ben impeccable, merci, c'est sympa. Du coup, elle en est intégralement... Vous trouvez un mot, mettez-le en commentaire tant que je cherche le mien. Je trouve toujours pas. Elle en est constellée. Hop là.
d'options de personnalisation du département cuir. À savoir cette couleur, à savoir ce liseré blanc qui fait l'intégralité du tour de la voiture et qui suit du coup ces lignes parfaitement dessinées, tout comme les étriers bleus, tout comme les palettes en carbone, tout comme l'alcantara bleu du ciel de toit, tout comme cette ceinture, cette couleur de ceinture, elle est personnalisée. Ces coloris vont excessivement bien ensemble, c'est splendide. Cet aileron, c'est un des seuls trucs esthétiquement à l'extérieur quand tu clignes des yeux un peu vite et que tu vois passer une V8 Vantage et une V12 Vantage, la seule chose extérieure qui te permet de les différencier. Enfin, il y a marqué V12 sur le côté, mais je veux dire, à part ça, quand tu regardes très vite, merde quoi, j'ai acheté un V12. Je voudrais bien être un peu flatté quand j'ai acheté ça plutôt que de ressembler à la plus petite de la gamme, quoi. Ça, je suis pas content, ça. Ça, non, hein. Il y a globalement plus de 100 000 € d'options carbone sur cette voiture. Tout est en carbone, en fait, hein, vraiment absolument tout. Et ce que je vous disais tout à l'heure, en vous disant que ce véhicule était à 249 exemplaires seulement, ça ne concerne que la version Roadster, à savoir cabriolet, donc décapotable, quoi. Parce que la version normale, elle est pas limitée. Parce que la version normale, c'est juste la dernière V12 Vantage qu'il y aura, donc ils ont décidé de open bar, on en vend un max. Et puis, en fait, ils en vendent pas tant que ça, mais et le cœur y est, et du coup, hop là, ça, c'est une version limitée. Mais j'ai quand même un problème avec cette voiture parce que je trouve qu'elle est excessivement réussie esthétiquement, mais au roulage, très clairement, hein, il manque quelque chose. Hein. Et elle est splendidissime. Mais à un moment, tu peux pas juste être belle. Faut d'autres qualités, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ces petits yeux là, un petit peu fourbes, un petit peu plissés comme ça, qui te donnent l'impression de... Même elle sait pas trop. Suis-je une sportive? Suis-je peut-être une GT? Peut-être qu'ils ont essayé de faire les deux. C'est clairement le cas. Ils ont essayé de faire les deux et toujours pareil dans l'automobile. Faites des choix, parce que c'est ça qui vous donne une personnalité. Faut que j'aille m'assurer, pour mon travail, toujours arrêter de dire que c'est pour m'amuser. Ce n'est pas du tout pour m'amuser. Il faut que j'aille revoir un truc, vite fait. Ah oui, voilà, et on va la refaire, si ça fait plaisir. Le problème, c'est que tu peux pas emmener les tunnels toujours avec toi. Peut-être vous avez pensé votre voiture comme un train de la mine. Auquel cas, ça marcherait super. Alors, attention, petit test. J'avais oublié que ça faisait caisse de résonance cette histoire, dites donc. C'est fou parce que quand on a recapoté la résonance qui se passe dans la ville, on ne l'entend plus. Mais par contre, on a une caisse de résonance interne à la voiture qui fait qu'on entend mieux le moteur. C'est la première fois de ma vie que je tombe dans un cabriolet dans lequel, en fait, faut pas avoir décapoté pour entendre mieux le moteur. Alors c'est un bon point pour ceux qui ont acheté la version coupée, mais c'est pas un bon point pour ceux qui ont acheté la version Roadster limitée à 259 exemplaires. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors sous mes pouces, vous avez deux choses très intéressantes et ça c'est plutôt bien fait. Le S à droite qui nous permet de sélectionner le mode dans lequel tu conduis, donc dans lequel la boîte et le moteur se met, et c'est le mode track. Hein. Là, on est actuellement en mode track, tu as le mode Sport Plus et le mode S tout court. Et sous le pouce gauche, tu as le réglage suspension, où tu as aussi 3 modes, du plus ferme au moins ferme. Et ça, je reconnais que c'est plutôt très chouette. En quelques clics, ça te permet directement de sélectionner ton profil. Alors évidemment, comme je me suis extrêmement plaint de la boîte 7 rapports robotisée de la GT12, faut que je vous parle de cette boîte. Il n'y a pas grand chose à en dire. C'est une boîte ZF 8 rapports. À savoir... c'est une boîte plutôt ok. C'est assez réactif, ça fonctionne, c'est là. C'est disponible quand on a besoin, c'est pas l'extrême performance. Mais en vrai, ça marche. Et hop là, transition sans toit. Oui, voilà, c'est tout. En fait, je fais ce que je veux. Je peux l'ouvrir, je peux le fermer. Peut-être après, il sera refermé. Bon, avec ce genre de voiture, je vous fais pas l'affront de parler de consommation, évidemment. Hein. Enfin, je peux vous en parler si vous avez envie. Hein. Là, je suis à un demi-plein et il me reste à peine 100 km d'autonomie. Voilà. On est globalement toujours aux alentours des 25 litres au 100. Alors attention, on peut tomber en dessous des 20 litres au 100 si on fait attention. Ça va le bus là? Il est capable de freiner plus de 3 fois d'affilée ou... Et mine de rien, c'est ça dont je me rends le plus compte. Elle est quand même, et ça il faut lui laisser, vachement plus adaptée à un usage routier. Vraiment. Là je suis à l'aise sur la route, je suis en sécurité sur la route, et puis t'as une gueule à tomber par terre. Est-ce qu'on demande beaucoup plus au Casino de Monaco? On demande peut-être un peu plus de bruit quand même, je dirais. Et hop là, transition, on a remis le toit. Eh oui, non mais parce qu'en fait on se pèle les glaouis. Il y a un moment, tout de suite, le test du verre d'eau. Est-ce que quelqu'un peut mettre le verre d'eau s'il vous plaît? Alors oui, le problème c'est qu'avec une supercar, je peux pas faire plus vite. Sinon ça frotte. En fait, on va prolonger ce test du verre d'eau, qui ne sera pas qu'avec un dos d'âne, mais aussi avec un rond-point. Comme ça, on va voir par rapport au roulis, et on va faire le même trajet avec la Renault Mégane, afin d'avoir un comparatif.
Mais j'ai rien perdu en fait. Alors on essaie de se mettre exactement pareil, 10 km/h pas plus. Hop là, 10 km/h pas plus. Alors par contre, il va falloir que je passe mes rapports de façon un peu plus souple. Alors, elle est où la marque? Ce test est discutable, oui. Mais je crois que je l'aime bien quand même. Et en fait, en réalité, d'après ce que je ressens dans mon cul, on est finalement en termes de suspension, sur le passage d'un dodan uniquement, hein, pas si loin. Voilà, bah on va peut-être aller... hein, je vais dégager la voie parce que... On est en train de faire une petite pause technique et du coup, je suis allé pisser. Voilà, c'est bon, je suis allé pisser, je vous l'ai dit. Peu importe où tu la mets, cette caisse, elle est magnifique. Voilà, c'est juste un petit truc. Là, elle est juste là, dans un lotissement, elle est garée, elle attend que j'y retourne, tu vois. Et elle est belle. Est-ce que ça, c'est une voiture que t'assumes, toi? Moi, non. Ouais, hein. Non, je crois pas, Je pense pourtant. que c'est un peu trop, là. Moi, s'il faut l'assumer, je l'assume. Y a pas de souci pour moi. Alors moi je l'assume pas de deux façons, ni financièrement, parce qu'on le sait, Aston Martin, mine de rien, en entretien, c'est très coûteux. Puis en entretien de V12, quoi qu'il en soit d'ailleurs, c'est chiant. Et alors chez Aston Martin, c'est doublement chiant. Qui plus est parce qu'Aston Martin fait partie des marques de prestige qui, du coup, quand tu es acheteur, demandent d'avoir un carnet d'entretien irréprochable. Donc bah t'es obligé d'avoir fait tes entretiens tous chez Aston Martin. Et esthétiquement, non, en vrai je crois que j'assume pas parce que, tu vois, quand t'es dans une Ferrari par exemple, c'est très tape à l'œil, mais au moins les gens ils... Vas-y, tu mets du gaz et ils en ont plein les oreilles et du coup ils ont quand même quelque chose en retour. Là en fait, non. Du coup, je crois que non, j'assume pas. C'est un peu trop et en même temps, pas assez. T'es entre la GT et la sportive. Ah, tu vois, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Par contre, elle a un capital sympathie incroyable. Mais le capital sympathie ne fait pas tout. Et lorsque le patron du design d'Aston Martin, Marek Reichman, explique que la nouvelle ère des électriques vers laquelle nous nous dirigeons inexorablement l'inspire beaucoup, car cela va permettre de repartir d'une feuille blanche, j'en reste presque sans voix. J'aimerais contredire Clarkson qui, lors d'un essai de Vantage V12 en 2009, disait qu'il sentait venir la fin d'une époque et qu'avec la répression à la vitesse, ainsi que les crises pétrolières et écologiques, nous ne laisserions plus la place pour ces véhicules que dans les livres d'histoire. Mais en ayant pu avoir l'immense privilège de rouler la GT12 dans un premier temps qui, chargée d'émotions, arrive encore à donner l'illusion qu'elle ne vit pas dans cette époque, lorsque l'on pose les mains sur le volant de cette New Vantage, on ne peut que la gorge serrée se dire que Clarkson avait tort il y a 15 ans, mais qu'aujourd'hui, il aurait eu raison. Ça y est, c'est clairement la fin d'une ère pour Aston Martin, pour ce V12 et par extension pour tout un pan de l'automobile. Je me rends compte de tout ça sur le retour de cet essai parce que, bien qu'au volant de cette voiture extraordinaire qu'est la New Vantage, exceptionnelle à bien des égards, je ne fais que penser à la GT12. Je l'entends résonner sur cette piste de Montlhéry. Et je me dis que je suis né à la mauvaise époque. Mais la nostalgie laisse rapidement place à l'espoir, en me disant que les livres d'histoire dont parlait Clarkson peuvent être aussi des contenus, comme cette vidéo, et que je vais essayer de faire mon maximum pour faire perdurer ces sons, ces odeurs, ces esthétiques, ces vibrations, ces défauts, qui assemblés entre eux créent les émotions que n'importe quel passionné recherche. Je crois qu'en fait cette conclusion a tout dit, je tente des trucs, voilà, là on fait des conclusions illustrées et tout. Si vous aimez ce format, déjà n'hésitez pas effectivement à soutenir la chaîne en le partageant, en commentant, en likant, en fait vous faites un de ce que vous voulez. Vous pouvez tout faire en même temps, c'est encore mieux. Mais si vous en faites qu'un des 3 ou 4, vous vous abonnez à la chaîne parce qu'il y aura d'autres essais, puisque c'est un format qui va être redondant, hein, en quête. C'est le concept d'une quête quoi, c'est que c'est pas en une fois. Et du coup, la vraie dernière Vantage V12, pour moi, c'est pas celle-là. Elles sont là-bas, toutes les deux là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner en commentaire vos retours. Et puis si vous avez des voitures à prêter pour des essais, intéressantes, j'entends, évidemment, n'hésitez pas à les proposer à l'adresse mail pr.pierrechavrier@gmail.com parce que c'est toujours utile. Et puis suivez sur les réseaux parce que vous aurez eu des petites news, il y a eu des trucs en amont sur Instagram qui vous ont montré les tournages, les coulisses, tout ça. Il y a des reels sympas. Enfin, vous loupez des trucs en fait, tout simplement. Faut aller sur Instagram et puis on parle, j'essaie de répondre au maximum. Donc, puis à bientôt la Racebox aussi en fait, parce que ça va bientôt ouvrir cette connerie. À un moment, on en parle, ça va ouvrir. Voilà. Donc vous aussi, vous pourrez potentiellement rouler ça. J'imagine qu'il doit y avoir ça disponible sur un jeu. Donc ça sera disponible. Et évidemment, un immense merci à UTAC Autodrome Linas Montlhéry pour le prêt du circuit. Parce que sinon, sans eux, on n'a pas des magnifiques images comme là on a eu. Et je suis très content et surtout, ça permet de tourner en sécurité. Donc un immense merci à eux. N'hésitez pas à donner un soutien. Il y a le lien de leur Instagram en description. Parce qu'ils font des événements chouettes tout au long de l'année. Ça peut être intéressant d'aller les voir. Et puis, merci à Motor Essence pour le prêt des 2 merveilleuses autos où vous pouvez aussi retrouver des essais
fait par Pierre et Silver sur leur propre chaîne YouTube. Non, oui, c'est pas une blague. Pierre et Silver. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a un moment... Je crois que le nom de la chaîne, à la base, ça devait être Arbracam ou un truc comme ça. Et bon, bref. Bah, finalement, ils ont opté pour autre chose. Moteur essence, ça paraissait plus logique. Voilà. On t'a dit, contactez-nous pour... Parce que moi, j'ai une Clio 3, en fait... T'as oublié un mot dans la phrase. Ouais. Intéressant, j'ai dit. Oui, mais alors voilà. C'est à partir de quand qu'on peut dire que c'est intéressant? Alors c'est marrant, parce que les gens en commentaire pensent comme toi. Et du coup, une Clio 3 par exemple, ça l'est pas. Et juste par rapport, parce on avait abordé le sujet un petit peu sur la dernière vidéo, mais oui. J'ai toujours pas été payé pour... Non mais après, si la Clio 3, tu veux vraiment qu'elle passe dans l'émission, ouais, on trouve une solution. Ouais. Mais non, le paiement, de toute façon, c'est toujours pas... On n'est pas rentable là, pour l'instant. D'accord, ok. Merci en tout cas Pierre Chevalier, c'est un plaisir. Merci. Waouh, ok. Faut y aller maintenant. Allez. Ouais, monsieur, par contre, il faut rentrer. Tu nous balances un petit coupé? Coupéo. Est-ce qu'on se changerait pas de virageos? Là, t'as une belle arrivée, belle route, etc. Tu baisses ta fenêtre, je suis sur toi. Pourquoi tu me dis pas un truc Dac.